Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas supporter de tenir un micro, donc je vais essayer de parler fort, si ça va, j'espère, pour les gens dans le fond qui m'entendent. Ça va? Super. Ouais, mais ça va aller comme ça, vous m'entendez? On part du principe. Non, vous ne m'entendez pas? Ok, bon. Je vais faire un petit effort, alors. Ok. Alors bonjour à toutes et à tous. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être quand même un petit peu mieux. Je vais juste détacher ça d'ici, alors, histoire de ne pas m'en mêler. Donc aujourd'hui, comme vous allez le voir, en tout cas ce matin, je vais vous parler donc, du scientifiquement prouvé et de l'appel au complot. Donc les deux facettes d'une même méprise épistémique. Et le mot épistémique ici est important parce que c'est vraiment ça qui va spécifier exactement le domaine de mon action aujourd'hui, c'est-à-dire le domaine de cette discipline qu'on appelle l'épistémologie, si vous n'avez jamais entendu parler de ce mot. Donc c'est grosso modo la discipline qui étudie la connaissance, les conditions de production de la connaissance, les limites de la connaissance, et qui est associée en particulier à mon domaine d'expertise, qui est celui de la philosophie des sciences. Donc c'est essentiellement la connaissance scientifique qui va m'intéresser ici avec vous ce matin. Alors en guise de préambule, je dirais, il n'a pas fallu attendre la crise sanitaire pour assister à ce genre de scène, essentiellement pas dans la littérature scientifique, pas dans les débats scientifiques qui se jouent à huis clos, mais plutôt dans le débat public, typiquement plateau télévisé, typiquement réseaux sociaux, c'est-à-dire une rhétorique assez antagoniste, assez dichotomique entre, d'une part, ce que j'appellerais donc le scientifiquement prouvé, que je vais laisser ici à un niveau très superficiel, et on va le définir plus précisément plus tard dans l'exposé, c'est-à-dire c'est essentiellement, généralement en même temps, on martèle un petit coup de poing sur la table en disant ceci est un fait scientifique, ceci est une vérité scientifique, ceci a été démontré scientifiquement, et d'autre part, vous avez plutôt l'approche que j'appellerais alors l'appel au complot, qui est plutôt à vocation de diffuser ou de dissoudre la possibilité même de connaître quoi que ce soit scientifiquement par le recours justement à l'existence d'un complot, que ce soit Big Pharma ou autre. Et en fait, entre ces deux extrêmes, qu'on peut qualifier parfois l'extrême scientiste d'un côté, l'absoluité de la connaissance, et l'extrême cynique, l'impossibilité en fait de la connaissance, une sorte de médiation qui pourtant est la doxa dans les discours épistémologiques ou dans les discours, je dirais plutôt, qui se jouent à huis clos, mais sur un plateau télé, sur les réseaux sociaux, elle est rendue totalement inaudible. Ça va? Et essentiellement, ce que je vais faire avec vous ce matin, c'est d'essayer de développer un minimum de rudiments d'épistémologie pour essayer de vous montrer quelque chose qui n'apparaît peut-être pas de prime abord comme tel, à savoir que ces deux extrêmes procèdent en fait d'une seule et même erreur épistémique, qu'en fait, fondamentalement, ils sont les deux facettes d'une même pièce, dans le sens où, quelque part, aussitôt que vous voulez défendre la science en adoptant la rhétorique du scientifiquement prouvé, du fait scientifique, en fait, vous donnez toute la force et la consistance au complotisme. Vous faites naître le complotisme par la même occasion. Et donc, je terminerai la conférence, si j'ai le temps, par une petite recommandation pour les défenseurs de la science. Je pense qu'il y en a certains, en particulier ici dans cette salle ou dans ce congrès qui nous occupe ici. Alors, ça, grosso modo, c'est le menu de ce qui va se passer. D'accord ? Dans un premier temps, j'ai voulu être relativement concret en développant un cas d'étude, vous allez voir, très très simple. Et l'excuse de ce cas d'étude, c'est simplement pour en profiter, pour essayer d'agripper vos intuitions sur ce que serait le fait de connaître, d'accord ? Et à partir de ce cas d'étude, je vais extirper alors une certaine, ça c'est une théorie épistémologique pour le coup, une certaine compréhension de ce qu'est connaître. Et au regard de cette théorie, alors là, je vous l'ai promis, je définirai plus précisément c'est quoi le scientifiquement prouvé, l'appel au complot, pour boucler l'argument en montrant finalement, grosso modo, qu'il procède d'une seule et même méprise, d'une seule et même erreur épistémique. Donc ça, c'est grosso modo le menu de ce qui vous attend. Alors le cas d'étude que j'ai choisi, j'ai voulu un cas d'étude à la fois simple, qui ne fait pas, si vous voulez, parasiter de considérations techniques, ça ne va pas être du quantique, ça ne va pas être des choses très complexes comme ça, et en même temps un cas d'étude assez symbolique, parce qu'en fait, il est pionnier dans l'avènement de ce qu'on appelle aujourd'hui la science. Et ce cas d'étude, j'ai choisi, j'aurais pu en prendre d'autres, c'est pas simplement un biais d'échantillonnage ici, ça marche fondamentalement avec n'importe quel cas, c'est le Sidereus Nuncius de Galilée de 1610. Donc c'est ce petit opuscule fondamentalement symbolique pour la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la science moderne, parce que Galilée, qu'est-ce qu'il fait en 1610? Notamment, il fait beaucoup de choses dans ce petit bouquin, mais notamment, qu'est-ce qu'il fait? C'est la raison de l'image ici. Il est le premier à montrer, et il est le premier à conduire à ce que soit scientifiquement accepté le fait que gravitent des satellites autour d'autre chose que la Terre, ou gravitent des choses autour d'autre chose que la Terre, à savoir, il découvre les premiers satellites de Jupiter, qu'il appelle les étoiles médicéennes, c'est Calypso, Io, Europe et Ganymède. On sait qu'il y en a 92 aujourd'hui, mais à l'époque, il en découvre 4, et ça, c'est fondamentalement révolutionnaire. Alors, ce qu'il faut bien savoir, et ce sera la seule dia un peu histoire des sciences ici, après on va vite tomber dans l'épistémologie, il faut savoir que le contexte dans lequel Galilée opère, c'est le contexte d'une astronomie ou d'une cosmologie millénaire, d'accord, qui est celle d'Aristote, qui est essentiellement celle-ci, et je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, je vais simplement pointer 3 petits points qui vont me servir dans ce qui va suivre dans un instant. Mais c'est donc une conception du monde d'abord qui est finie, d'accord, l'univers est fini, c'est un gros aquarium sur lequel sont pointées des étoiles fixes aux extrêmes, d'accord, première chose. Deuxième chose, elle est géocentrée, d'accord, tout gravite autour de la Terre, et évidemment à cet égard, la proposition de Galilée est hétérodoxe, et elle est même un peu
je dirais, assez original et assez évidemment à contre-courant. Et finalement, il y a une partition, on ne la voit pas très bien ici, entre ce qui se passe en dessous de la Lune, ce qu'on appelle le monde sublunaire, qui est le monde des phénomènes physiques du changement, et le monde supralunaire, ce qui se passe au-dessus, qui est le monde en fait de l'immuable et d'une physique fondamentalement différente. Donc il y a vraiment une partition, je dirais, on dit ontologique entre deux registres d'univers. Et pourquoi je vous parle de ça? Mais pour deux raisons. D'abord, Galilée, il arrive dans ce contexte-là, et donc la charge de la preuve, dialectiquement, elle est massivement sur ses épaules. D'accord? Les théories qu'il va battre en brèche, dont on sait, nous, aujourd'hui, qu'elles sont fausses, d'accord, ou qu'elles sont moins vraies à certains égards, mais elles ont une forte présomption à l'époque, ce qui fait qu'il est bien conscient de ça et qu'il sait bien que, du coup, il va devoir déployer une vraie campagne de communication scientifique extrêmement bien rodée, étant donné la masse de la charge de la preuve qu'il a sur ses épaules. Donc Aristote à la main haute, la petite statue, c'est Aristote, vous l'aurez reconnu, à la main haute, fondamentalement, dans ce débat. Galilée ne part évidemment pas gagnant, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui va m'intéresser ici, je la mets entre parenthèses ici parce que ça ne vous parle pas pour le moment, c'est normal, mais je vous le rappellerai dans un instant. Attendez, rappelez-vous ce que je vous avais dit à cet égard dans le contexte. C'est ce contexte-là, c'est le contexte de la cosmologie aristotélicienne qui va fixer le champ des contre-possibilités à l'hypothèse que Galilée va proposer. C'est peut-être du chinois pour le moment, c'est pas grave, je vais y revenir dans un instant. Je vous rappellerai que, remarquez, c'est ce contexte-là qui fixe le champ de ce que je vais appeler dans un instant les contre-possibilités. Donc ce qui va nous occuper ici dans un premier temps, c'est de répondre à cette question. À partir de quand il a été scientifiquement connu, à partir de quand c'est rentré dans le corpus des connaissances scientifiques d'une communauté alors en gestation des astronomes et des mathématiciens du XVIIe siècle, que Jupiter possède effectivement des satellites naturels. Et la réponse au quand qui m'intéresse ici, ce n'est pas dans une dimension historique. Alors, je peux vous le dire tout de suite, en 1611, d'accord, ça a été accepté. Ça a été accepté très très vite en fait. Et même les opposants de Galilée, même Bellarmine, même les jésuites l'ont reconnu assez rapidement. Donc ça, ce n'est pas controversé historiquement. Ce qui va m'intéresser, c'est à partir de quand au sens épistémique, c'est-à-dire au terme de quel processus de justification de l'hypothèse de départ, va-t-on pouvoir enfin dire ça cesse d'être une hypothèse, ça devient une connaissance. C'est ça qui va m'intéresser ici. Et à partir de là, j'extirperai, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, une conception de la connaissance que je vais mettre au travail du scientifiquement prouvé et de l'appel au complot. Donc je vous rappelle le menu de ce qui nous occupe ici. Alors je ne vais pas faire de l'histoire des sciences très profonde ici, donc il y a des détails qui vont être balayés sous le tapis, il n'y a pas de problème, on peut en discuter à la pause café sur les plus de détails. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de retirer vraiment le filigrane, le squelette, la tendance souterraine qui va se cacher derrière ce que Galilée a fait dans ce Sidereus Nuncus. Alors ça commence comment? Par la formulation de l'hypothèse. Et ça, vous savez, en science, ça peut se passer dans la douche, ça peut se passer n'importe comment, ça peut se passer par créativité. Galilée, c'est clairement par le hasard. Clairement par le hasard, il se fait qu'il a observé Jupiter plusieurs nuits d'affilée sans nuages, et il a constaté quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il y avait des points lumineux alignés dans l'alignement angulaire de Jupiter, qui avaient l'air de bouger d'un jour à l'autre, dans des configurations, c'est le sens de mes petits symboles ici, un point lumineux, Jupiter, et puis un point lumineux, et le lendemain, c'était Jupiter, puis 3 points lumineux. Et donc il s'est dit, tiens, c'est bizarre, peut-être qu'il y a des choses qui tournent autour de Jupiter. C'est là qu'arrive l'hypothèse selon laquelle il y a des satellites naturels qui gravitent autour de Jupiter. Évidemment, formuler cette hypothèse, c'est sympa, ça n'en fait pas une connaissance, surtout dans le contexte, je vous le rappelle, aristotélicien, qu'en fait, dans ce contexte-là, cette hypothèse, elle est clairement hors de propos, elle est clairement hors contexte, elle est clairement pas acceptable comme telle. Et donc commence le processus épistémique. Le processus épistémique de quoi, tel que vous allez le voir? D'élimination de toutes les possibilités qu'il se soit trompé en émettant cette hypothèse. C'est-à-dire que la première chose qu'il va se dire, c'est oui, mais peut-être, étant donné la cosmologie aristotélicienne, c'est ça le contexte pertinent ici, étant donné ce contexte-là, il est peut-être possible qu'en fait ce ne soit pas des petits points lumineux qui tournent autour de Jupiter, mais que ce soit Jupiter qui se déplace sur un fond de points lumineux fixes, qui sont les étoiles fixes. Puisque vous le savez, dans le modèle géocentré, il y a des mouvements rétrogrades, des mouvements directs, les planètes font un peu des mouvements aléatoires, et il se dit c'est peut-être ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier que ce n'est pas ça. Il va consulter les tables astronomiques, il va vérifier que le mouvement de Jupiter, on sait bien lequel il est, et il se dit non, ce n'est pas ça, ce n'est pas dû à un mouvement relatif de Jupiter lui-même. Mais c'est peut-être lié au fait, que Jupiter se déplace sur un fond d'étoiles fixes différentes. Peut-être qu'il se trompe de nuit en nuit, en fait, il croit voir les mêmes points lumineux, mais c'est des points lumineux différents. Et en fait, ça, il va l'écarter assez rapidement, grâce à sa lunette notamment. Il va scruter des portions du ciel assez pauvres en étoiles fixes, ou qui pensent fixes, de telle sorte qu'il va écarter également cette hypothèse assez rapidement. Et à ce moment-là, Galilée, lui, il est convaincu qu'il connaît. On peut dire Galilée sait à ce moment-là qu'il existe des satellites autour de Jupiter, mais ça ne veut pas dire que la communauté scientifique le sait, parce qu'il est encore convaincu que lui-même à ce stade. Va arriver évidemment ici toute une famille de possibilités d'erreurs supplémentaires liées à ce que j'ai rassemblé sous ce terme générique des biais personnels de Galilée, mais ça cache quoi? Ça cache le fait qu'il y a des gens qui ont dit à Galilée, oui, mais tes données, tu penses que ça veut dire qu'il y a des satellites de Jupiter, mais en fait pas, c'est simplement parce que tu as une vue déficiente, et on sait qu'il était vaguement myope, Galilée. Ça peut aussi être lié à sa situation particulière d'observation à Padoue, c'est parce que tu observes de Padoue, d'autre part, on verrait quelque chose de différent. Ou c'est parce que tu prends tes désirs pour des réalités, ou c'est parce que tu n'es pas
sincère, tu es un menteur et tu essaies de nous vendre du rêve pour faire ton nom. Toute une série de choses qui sont liées donc à la personnalité et au lieu de travail de Galilée. Et ça, ça fait partie de sa campagne de communication, d'éliminer toutes ces possibilités que l'hypothèse H soit fausse, notamment, et là je passe le détail, en distribuant des télescopes un peu partout en Europe, en formant des astronomes qui vont, eux, observer à Vienne, à Prague, à Paris, en fait, des données concordantes, ce qui va enlever la possibilité que H soit fausse, liée à des biais personnels de Galilée. Et arrive la dernière étape, et puis j'accélère un peu parce que je vois bien que vous allez comprendre l'idée, mais c'est sans doute la pire, c'est sans doute la plus importante. C'est celle où on a dit grosso modo, c'est un défaut de la lunette. Parce qu'il faut se rappeler qu'avant Galilée, on observe à l'œil nu. Alors Galilée, c'est un des premiers, c'est même le premier pour ce qui est des cieux, et c'est en ça aussi qu'il est révolutionnaire, a décidé de mettre entre l'œil et ce qui est observé un instrument de mesure qu'est le télescope, dont on ne connaissait d'ailleurs pas la physique sous-jacente à l'époque. Et donc évidemment, l'argument, ça va être de dire, non, en fait, H est fausse, et tu penses qu'elle est vraie parce qu'en fait, c'est un artefact de ton instrument. Et là, il va y avoir tout un travail, et là, je vous passe les détails parce que c'est un peu plus velu, mais grosso modo, il va arriver, par une campagne très astucieuse de communication scientifique, à montrer qu'en fait, à cet égard, l'instrument est parfaitement fiable. Et au terme de ce processus, 1611, vous le disiez tout à l'heure, la communauté scientifique, même les jésuites, disent « Ok, on sait que Jupiter possède des satellites naturels. » D'accord ? Alors qu'est-ce qui m'intéresse ici ? Pourquoi je vous ai parlé de ce cas d'étude ? Comme je vous l'ai dit, c'est pour extirper une compréhension de ce que cela veut dire de connaître, à partir d'une hypothèse H formulée. Et grosso modo, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la trame récurrente ? Je l'ai presque déjà dit plusieurs fois. C'est un processus d'élimination des possibilités de se tromper. C'est-à-dire, à partir de quand on peut dire qu'une hypothèse est connue ? À partir du moment où on a désamorcé, où on a éliminé, grâce aux données, comprises dans un sens large, toutes les possibilités que l'hypothèse soit fausse. C'est ce que j'appelais tout à l'heure les contre-possibilités. On a éliminé la possibilité qu'en fait ce soit autrement, et en éliminant toutes les contre-possibilités, on va voir pas tout à fait toutes, on a confiance quant au fait que l'hypothèse de départ, en fait, était correcte. Et là, il y a un point évidemment important, ça va être toutes les contre-possibilités, d'accord ? Non, pas toutes les contre-possibilités, certaines contre-possibilités. Évidemment, et là j'y reviendrai bien sûr, Galilée n'a pas désamorcé la possible contre-possibilité complotiste qu'un groupe malveillant ait trafiqué tous les télescopes pour faire croire que... Il n'a pas fait ça. Et ce n'est pas grave, on n'a pas besoin de penser qu'il a pu désamorcer ce genre de contre-possibilités non pertinentes pour pouvoir connaître, ce qui signifie qu'en fait, connaître, c'est quoi ? C'est éliminer les contre-possibilités pertinentes. Et pertinentes au regard de quoi ? Du contexte. D'accord ? Et le contexte ici, c'est quoi ? C'est Aristote. D'accord ? C'est la cosmologie aristotélicienne. Par exemple, il n'a pas dû parler de matière sombre, il n'a pas dû parler d'effets relativistes potentiels. Pourquoi ? Parce que ça, ce n'est pas des possibilités pertinentes à l'époque. D'accord ? Ce serait pertinent aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas pertinent. Il n'a pas besoin de les désamorcer pour qu'on puisse dire on sait que Jupiter possède des satellites naturels. Ça, c'est le cas d'étude, ça va ? J'espère que ça c'est clair sur le cas d'étude. En fait, j'espère essayer de le rendre assez clair. L'enjeu est maintenant d'extirper une compréhension de la connaissance, mais grosso modo, j'ai déjà tout dit à l'oral, donc c'est pas que je vais aller plus vite, mais je vais simplement dire, en gros, il se fait qu'il y a un philosophe, moi que j'aime beaucoup, David Lewis, on le connaît pas, ça n'a pas d'importance, qui a capturé cette idée sous la forme d'une métathéorie de la connaissance, qui est celle-ci, qui est de dire, un sujet X, ça peut être Galilée, mais ça peut être une communauté, des groupes, ça peut considérer comme des objets de connaissance, des sujets de connaissance. Un sujet X, c'est avec un petit indice C, pour la prononciation, c'est pas génial, c'est C avec indice C, mais vous comprenez bien dans le contexte. Donc il sait, dans le contexte C, si vous voulez, que P, mais si et seulement si, les données dont il dispose lui permettent d'éliminer toutes les contre-possibilités, toutes, non, pas toutes, nous dit-il, seulement celles qui sont pertinentes au regard du contexte. Et cette théorie de la connaissance, on l'appelle une théorie contextualiste de la connaissance, et ça s'entend dans le mot. Le contexte fait une différence quant à la vérité potentielle des attributions de connaissance, et ça c'est un élément qui va être important pour l'argument qui va suivre. Je vais revenir au complot dans un instant. Mais pour comprendre cet ingrédient contextualiste, je vous propose une phrase typique de l'épistémologie depuis Moore, depuis les années 20, c'est « je sais que j'ai deux mains ». S'il y a quelque chose qu'on considère comme étant quelque chose qu'on sait, pour autant qu'on ait deux mains, s'il est vrai qu'on a deux mains, généralement on considère qu'on sait qu'on a deux mains, il suffit de les regarder, il suffit de les agiter un petit peu devant la salle. Et donc dans une conversation quotidienne, dans le contexte d'une conversation mondaine, on va dire, si à la pause café je vais vous parler du fait que je sais que j'ai deux mains, vous allez me dire que c'est vrai. Vous allez me dire que c'est vrai que je sais que j'ai deux mains, parce que là, on est dans un contexte aux normes de vérité tellement relâchées qu'on va considérer que les contre-possibilités pertinentes qu'il faudrait éliminer au regard des données sont tellement abracadabrantesques qu'on sait qu'on a deux mains. D'accord ? Par contre, c'est différent, s'il y a des collègues épistémologues dans la salle, ils le savent bien, c'est différent dans le contexte dégénéré, paranoïaque, d'un séminaire d'épistémologie. Dans un séminaire d'épistémologie, c'est le contexte qui n'est pas naturel, d'accord, qui n'est pas mondain. Pourquoi ? Parce que c'est le contexte où on va considérer comme pertinentes ce qu'on appelle les contre-possibilités cauchemardesques, les scénarios cauchemardesques. En fait, c'est les scénarios sceptiques, c'est les scénarios complotistes, c'est le malin génie de Descartes, c'est
les cerveaux dans une cuve, c'est le plot de Matrix, hein, mais Putnam l'avait inventé des années avant, c'est de dire quoi, grosso modo? Mais non, vous ne savez pas que vous avez deux mains, parce que vous n'avez pas envisagé la contre-possibilité qu'en fait vous êtes un cerveau dans une cuve, relié à des électrodes et un ordinateur avec un scientifique génial qui vous fait croire que vous avez deux mains, alors qu'en fait vous n'avez pas deux mains. Et aucune de vos données à votre disposition ne vous permet d'éliminer une telle contre-possibilité, ce qui fait que vous ne pouvez pas savoir que vous avez deux mains. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous montrer qu'une même attribution de connaissance, même élémentaire, sa valeur de vérité change selon le contexte. Ça peut être vrai dans un contexte. Évidemment, là, c'est un contexte dégénéré. L'épistémologie, la science, c'est un contexte encore différent. Donc, grosso modo, c'est ça que je veux dire. J'accélère un peu. Théorie contextualiste, le contexte fait une différence relativement à la vérité des attributions de connaissance. Voilà, ça, c'est ce que j'avais besoin comme marteau, et maintenant je vais taper sur mon clou, d'accord? Je vais aller chercher le scientifiquement prouvé, l'appel au complot, et on va essayer de voir ce que ça permet d'illustrer ou d'argumenter par rapport à ça. Donc revenons à notre point de départ, la rhétorique du scientifiquement démontré, la rhétorique de l'appel au complot. Commençons par l'appel au complot. Alors qu'est-ce que ça peut être un complot? Et j'imagine qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'y connaissent mieux que moi. Vous connaissez plein de complots géniaux. Ici, je vais rester sur mon cas d'étude. Un complot du temps de Galilée, c'est quoi? Ça aurait été un groupe malveillant très puissant qui avait la capacité, complètement dingue, il faut bien le reconnaître, de trafiquer tous les télescopes partout en Europe d'une manière parfaitement concertée pour donner l'impression à tous les astronomes qui auraient observé qu'en fait, ils observent un mouvement de choses qu'en fait, il n'y en a pas. Donc, grosso modo, on va dire que là, c'est un exemple de complot. Et le but de ça, c'est quoi? C'est de dire, en fait, que l'hypothèse H est fausse. C'est une contre-possibilité complètement dingue, mais qui est telle qu'elle rend l'hypothèse H, donc je vous rappelle, il existe des satellites autour de Jupiter, qui est fausse. Donc, grosso modo, qu'est-ce que je vais appeler ici l'appel au complot? C'est pas très original, d'accord? C'est d'abord affirmer qu'existe un complot. Bon, ça, c'est pas suffisant, parce qu'il existe des complots, d'accord? Tous les policiers, ils cherchent des complots criminels tout le temps, mais c'est de l'affirmer à mauvais escient. C'est l'affirmer en dépit des données contraires, ou si vous voulez, ou en l'absence de données probantes. Et si on traduit ça dans la machinerie contextualiste que je viens de vous introduire, parce que c'est ça qui m'intéresse ici, vous avez deux possibilités ici, selon que vous êtes dans la vision reçue, selon que vous êtes dans la vision complotiste. Soit du côté complotiste, vous allez imposer à la vision reçue de prendre au sérieux des contre-possibilités qui pourtant dans leur contexte ne sont pas pertinentes, et ce faisant, vous allez prétendre détruire leur capacité à connaître quoi que ce soit. Typiquement, c'est l'épistémologue de service qui vous dit « Tiens, vous savez que vous avez deux mains? Non, avez-vous envisagé que ceci ?» Et donc, pouf, vous ne savez plus que vous avez deux mains. C'est essentiellement ça que font les complotistes, en fait, au regard de toute affirmation scientifique. Et deuxième possibilité, c'est si vous êtes dans la théorie du complot et que vous tenez pour vrai l'hypothèse contraire, ici non H, donc il n'y a pas de satellite qui tourne autour de Jupiter, par exemple, c'est en fait d'ignorer des contre-possibilités pourtant pertinentes. Et là, comment est-ce qu'on fait pour ignorer des possibilités pourtant pertinentes? On les met dans le complot. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un qui croit que les satellites de Jupiter n'existent pas parce que c'est le fruit d'un complot, vous lui montrez les données de Galilée qui pointent pourtant dans la direction opposée, et puisque ces données pointent dans la direction opposée, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent les ignorer. Et comment ils font? En disant c'est le fruit d'un complot, je ne dois pas considérer ces données. Donc c'est la tactique classique d'évitement de l'élimination des possibilités d'erreurs pourtant pertinentes dans le contexte. Donc qu'est-ce qui se passe ici en fait fondamentalement? Qu'est-ce que fait le complotiste lorsqu'il appelle au complot? Il rigidifie artificiellement les conditions de vérité des attributions de connaissance, il rigidifie artificiellement le contexte, il fait comme l'épistémologue de service lorsqu'il vous dit vous ne savez rien parce que vous n'avez pas envisagé que vous n'étiez pas un cerveau dans une cuve, il fait la même chose. Donc le complotiste c'est celui qui vous fait essentiellement ceci, donc c'est-à-dire c'est celui qui oublie la petite nuance que pour connaître, on n'a pas besoin de résorber toutes les possibilités de se tromper. Au regard de Galilée, c'est ça. Ah, Galilée, tu dis, ou vous pensez que, parce qu'on vous voit à Galilée, qu'il existe des satellites qui gravitent autour de Jupiter, mais vous n'avez pas envisagé la contre-possibilité qu'il existe en fait une secte très puissante qui fait ceci, et donc, ce faisant, comme vous ne savez pas l'éliminer à l'aide de vos données probantes, c'est impossible par principe, en fait, votre attribution de connaissance est fausse et vous ne pouvez pas connaître qu'il existe des satellites qui gravitent autour de Jupiter. Ça va? Ça, c'est la dynamique essentielle de l'appel au complot. Ce que je vais maintenant vous montrer, c'est que c'est la même chose pour le scientifiquement prouvé. Ça va? Alors c'est quoi le scientifiquement prouvé? On en a tous entendu parler. C'est les pubs de dentifrice, c'est prouvé scientifiquement, c'est les faits scientifiques, c'est je sais ce que je dis, c'est la vérité que les sciences m'ont montré. C'est la réminiscence en fait d'un vieil idéal qui traîne et qui traîne et qui traîne. Et les épistémologues, on le regarde toujours avec des gros yeux comme ça. Mais comment ça se fait que ça traîne toujours? L'idée que la science touche des certitudes, d'accord? On le sait bien, la science est plutôt le lieu du doute. Alors pas n'importe quel doute, le doute raisonnable, ce qu'on veut, c'est pas le lieu de la certitude à proprement parler. Et en appeler aux faits scientifiques, à la vérité scientifique, avec un grand V évidemment, j'entends, à ce genre de choses, qu'est-ce que c'est? Ça revient à gommer la différence qu'il y aurait lieu de faire entre les contre-possibilités pertinentes et non pertinentes. C'est à nouveau considérer que connaître en vient uniquement au prix de l'élimination de toutes et absolument toutes les contre-possibilités
pertinente ou pas, ça ne change plus rien ici, et en plus de supposer, et là c'est même pire que le complotisme, parce que c'est en plus supposer qu'on a réussi à les diffuser, c'est en plus supposer qu'on a réussi à les désamorcer. Donc en quoi ça consiste, et j'arrive à ma conclusion dans un instant, mais de nouveau à rigidifier artificiellement le contexte de connaissance, en faisant quelque part que vous pensez que c'est vrai, Galilée, qu'il existe des satellites autour de Jupiter, mais vous n'avez pas envisagé en fait toutes les contre-possibilités, et nous en plus on prétend pouvoir les éliminer, même les complotistes, et donc en fait c'est vrai, mais au sens impossible. C'est-à-dire on vise une connaissance réelle, mais en fait qu'on ne peut pas atteindre parce que c'est simplement impossible d'éliminer toutes les contre-possibilités. Et j'en viens vraiment 2 dernières dias pour conclure. Qu'ont en commun donc l'appel au complot et le scientifiquement prouvé? C'est de détruire la connaissance, en fait, en rigidifiant artificiellement les conditions de vérité, c'est-à-dire en faisant quoi? En considérant à tort, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec le cas de Galilée, que pour connaître, il est effectivement nécessaire d'éliminer toutes les contre-possibilités. Alors, il se distingue à un égard. Le complotiste, il va se servir de ça pour dire, en fait, du coup, la connaissance est impossible. Vous ne savez pas désamorcer la possibilité du complot des cerveaux dans une cuve, du coup, vous ne savez pas connaître. Le scientifiquement prouvé va dire « si, en fait, on sait le faire, et du coup, on connaît avec un grand V, on connaît de manière absolument absolue. » Et donc, ce faisant, on détruit la connaissance, pas n'importe quelle connaissance, la connaissance que les épistémologues appellent la connaissance faillible, c'est-à-dire la connaissance qui peut être une connaissance en dépit du fait qu'elle peut être fausse, en dépit du fait qu'elle peut en fait se fourvoyer, ce que l'histoire des sciences nous a quand même, je pense, montré en long, en large, en travers. À chaque fois qu'on a cru connaître quelque chose, il s'est fait qu'en fait on s'est égouré. Et c'est pas grave, c'est pas ça qui empêche le fait de pouvoir connaître quoi que ce soit, comme on l'a vu dans le cas de Galilée. Et donc si je résume, grosso modo, en fait, je reviens à mon petit dessin, l'erreur épistémique commune à l'appel au complot et au scientifiquement prouvé, c'est d'oublier le fait que pour connaître, non, il n'est pas nécessaire d'éliminer toutes les contre-possibilités. D'accord ? Si vous estimez qu'il faut éliminer toutes les contre-possibilités, vous avez une définition de la connaissance comme parfaitement infaillible, c'est la définition cartésienne de la connaissance, et ce faisant, si vous défendez la connaissance comme infaillible, par exemple si vous êtes plutôt scientiste, si vous êtes plutôt partisan du scientifiquement prouvé, vous donnez naissance au complotisme. En fait, vous donnez naissance à la possibilité de dire, en fait, les contre-possibilités que vous prétendez avoir éliminées, en fait, vous ne savez pas les éliminer par principe, et donc en fait, la connaissance que vous prétendez avoir, elle n'existe pas, elle s'élimine. D'accord ? Et je terminerai sur un appel aux communicateurs de la science, il y en a ici dans la salle, c'est en anglais mais je vais paraphraser dans un instant, d'un collègue épistémologue qui a écrit un décalogue à l'encontre, ou plutôt au profit de les communicants de la science, c'est-à-dire en gros 10 principes, ça fait écho à une conférence qu'on vient d'avoir, on aime bien les décalogues et les 10 commandements dans le métier visiblement, donc j'en prends seulement un ici, et qu'est-ce qu'il dit Hanson ? Il dit « Il ne faut pas tomber dans le piège de construire la science comme étant infaillible, parce que c'est un idéal autoréfutant. Parce que aussitôt que vous considérez la science comme infaillible, vous ouvrez la porte à l'argument sceptique, pas sceptique au sens zététique du terme, sceptique au sens philosophique premier du terme, c'est-à-dire c'est l'ennemi, le sceptique pour les philosophes, c'est celui qui prétend que la connaissance n'existe pas, c'est celui qui prétend que la connaissance se diffuse. Essentiellement, qu'est-ce que vous faites ? Vous tombez dans le piège cartésien. D'accord ? Descartes, c'est la figure emblématique de cette articulation des 2 facettes d'une même pièce. En construisant la connaissance comme parfaitement infaillible sur le modèle de sa mathématique universelle, il a créé la force de l'argument complotiste par le malingénie. C'est exactement la deuxième phase de la même pièce. Alors lui, on sait qu'il a une stratégie pour essayer d'éviter ce piège-là qui est vraiment moisi. On sait bien que ça ne marche pas. Déjà à l'époque de Descartes, c'était assez clair que son « je pense donc je suis », c'était bien sympathique, mais ça ne marchait pas. Mais essentiellement, aujourd'hui, on en est dans le même registre. Aussitôt que vous voulez construire la connaissance sur le modèle de « c'est vrai, c'est le fait scientifique », vous accueillez, vous tendez le bâton pour vous faire battre, grosso modo, vous accueillez la force de l'argument sceptique et complotiste, et donc mon seul conseil, ce serait de dire « faites autrement ». Voilà, merci.